Bonjour à tous. L'Europe a-t-elle déjà perdu la bataille technologique de l'IA? Ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. On partira aussi faire un tour du côté du biomimétisme. Regardez comment la nature nous inspire pour l'innovation. Mais d'abord, on va parler énergie avec un catamaran sans pareil. C'est tout de suite 3 questions sur une aventure scientifique. Trois questions autour d'une aventure scientifique avec le bateau Energy Observer qui revient, d'abord précision, c'est un grand navire laboratoire qui revient d'une odyssée de 7 ans. Victorien Erussard est en plateau avec moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Energy Observer, c'est le premier navire hydrogène zéro émission à avoir fait le tour du monde. Vous allez nous rappeler quand même comment il fonctionne précisément, ce qui en fait finalement son unicité. Alors c'est pas qu'un catamaran hydrogène, c'est un bateau, c'est un laboratoire de la transition énergétique, mixité énergie renouvelable, solaire, éolien, hydroélectricité, du stockage court terme, batterie, et long terme avec de l'hydrogène qu'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Et en fait, ce qu'on fait à terre, on peut le faire à grande échelle, en mer, on peut le faire à grande échelle à terre. Donc ça, c'est toute la démonstration que vous souhaitez faire. Hein. C'est comment on peut aujourd'hui utiliser ces nouvelles énergies, des énergies propres. Tour du monde, ça veut dire que ce navire a quand même traversé des conditions extrêmes. Ouais. D'abord, comment il s'en est sorti et quels enseignements en tirez-vous ? Alors, on l'a testé, on a fait plus de 50 pays, donc tous les océans. Parfois, on était dans des conditions extrêmement chaudes. Je me souviens de 50 degrés de température lorsqu'on était en Israël, à Tel Aviv. Et puis, on est monté à moins de 1200 km du pôle Nord. Donc là, des températures extrêmement froides. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir un retour d'expérience extrêmement intéressant sur ces technologies embarquées. Oui. Et donc, alors qu'on me disait que ça allait être difficile de naviguer avec des technologies hydrogènes pour cet environnement hostile qu'est la mer, on a prouvé en 7 ans que non, que ça fonctionne très très bien. Vous allez me dire que ce n'était pas difficile ? Alors si, bien sûr, mais bon, après, on est beaucoup de marins de commerce dans ce projet, de professionnels de la mer, donc on sait comment naviguer pour éviter que ça soit justement difficile. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et donc la démonstration que vous souhaitiez faire et que vous faites finalement avec ce retour, avec une escale à Paris là, qui vient de se terminer, Ouais. c'est de dire que cette expérience finalement scientifique est reproductible et prouve qu'on peut utiliser ces énergies. Mais pourtant, on est quand même face à un navire tout à fait exceptionnel, unique en son genre. Est-ce qu'il y a vraiment un passage à l'échelle possible ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il symbolise la propulsion vélique. Propulsion vélique, on voit qu'il y a beaucoup d'armateurs qui sont en train de s'orienter vers cela. Il y a notamment Ariane Group qui utilise les mêmes ailes de propulsion que l'on a testées, des ailes automatisées qui permettent de réduire de 15 à 45% les consommations énergétiques des navires. Le photovoltaïque, ça fonctionne, tous les navires de plaisance l'utilisent. En termes de batterie, il y a beaucoup de progrès pour assurer la propulsion électrique de certains navires. Et puis l'hydrogène est de plus en plus utilisé. Nous, avec une filiale que l'on a créée, EODEV, on a fourni plus de 14 systèmes. On avait 2 bateaux qui, lors de la Coupe de l'Amérique, volaient à 50 nœuds pour suivre les AC-75 pour le team américain et le team Orient Express Team. Donc voilà, donc le passage à l'échelle est possible. Le souci, c'est bien évidemment la production d'hydrogène et créer des infrastructures portuaires pour nos navires. Et alors, quelle est la suite ? Parce que là, j'annonce la sortie de ce livre magnifique qui retrace justement toute cette épopée, à la fois une aventure humaine, mais on l'a compris aussi scientifique et même militante. C'est un livre magnifique avec des très belles images sur ce que vous avez traversé, mais aussi des explications scientifiques pour comprendre justement comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on peut faire demain. Quelle est la suite pour vous ? Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet de cargo. Donc, je voulais passer à l'échelle du navire de commerce, navire de charge, qui est important pour notre économie mondiale. Et le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, l'objectif, c'est de faire un cargo de 160 mètres de long, avec à peu près 100 fois la puissance qu'on avait dans ce navire, et passer de l'hydrogène gazeux à l'hydrogène liquide pour que ça prenne moins de place. Liquide, c'est moins 253 degrés, donc on passe dans le monde de la cryogénie, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est la 2e étape. Et la 3e étape, on va relancer une nouvelle expédition qui s'appelle Enquête de la neutralité carbone, avec 8 missions à thématiques déjà programmées jusqu'à 2033, avec la construction d'un nouveau navire laboratoire, Energy Observer 3, qui va s'orienter vers d'autres recherches
pour étudier un autre bouquet énergétique nécessaire aux transports intercontinentaux. Alors là, je ne retrouve pas exactement la page, mais j'ai vu que vous parliez du pétrole drogue dure. Donc oui. On peut s'en séparer, on peut s'en détacher. On va devoir l'utiliser encore. Ouais. Il est important dans notre mix énergétique, mais il va falloir l'utiliser de façon différente. Donc voilà, et il y a des solutions. On en a besoin pour la pétrochimie, on en a besoin pour tenir notre économie. Et donc, il va falloir travailler sur des sujets de capture carbone, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs la capture carbone, la première mission de la nouvelle expédition, donc mission 2025. Merci beaucoup d'avoir fait escale aussi dans Smartech. Merci encore Victorien Hérussard, on vous souhaite encore plein de belles aventures. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Energy Observer. Merci. Alors, l'Europe a-t-elle déjà perdu la bataille technologique de l'IA? On en parle avec Nicolas Mainviel. Bonjour. Bonjour. Docteur en économie, vous êtes responsable du master spécialisé marketing, design, création d'Audienza Business School, et puis aussi un spécialiste de l'innovation et des imaginaires. Alors, je voulais vous poser tout de suite une question avant de présenter votre voisin. Est-ce que vous pensez que l'Europe, qui pourrait devenir un géant, non pas du numérique, mais de l'IA demain, ça fait partie des imaginaires plausibles? Alors moi, quand je parle du futur, on parle du possible, du plausible et du préférable. Donc en étant précis, c'est possible. Est-ce que c'est plausible? J'ai mis quelques doutes. En tout cas, on est mal parti. Bon, eh ben on va voir ça. Avec vous, en plateau, Guylain de Pierrefeu, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'expert IA du cabinet de conseil Wavestone. J'ai envie de vous poser la même question. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Europe a encore une chance? On va être positif. Oui, oui, l'Europe a encore une chance sur certains aspects de cette guerre de l'IA, parce que ce n'est pas une seule guerre. En fait, il y a plusieurs guerres de l'IA. Il y a la guerre de l'utilisation de l'IA. Comment on fait pour gagner en compétitivité, en productivité, en utilisant des IA. Et ça, on n'est pas très en retard. Il y a la guerre de l'IA pour les parts de marché. Qu'est-ce qu'on arrive à vendre autour de l'IA, où là, on est assez en retard. Et puis, il y a la guerre géopolitique de l'IA, si on s'en réfère à Vladimir Poutine, qui dit que celui qui maîtrise l'IA maîtrise le monde. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais ce n'est pas le seul à penser ça, et c'est assez important. Et là, géopolitiquement, et j'allais dire d'un point de vue défense, on est très en retard. Et là, c'est inquiétant. Voilà. Et d'un point de vue technologique, finalement, oui. C'est ça, c'est la maîtrise de la technologie aujourd'hui. Pas tant la maîtrise de la technologie. Oui, alors, mais on a souvent tendance à simplifier un peu le problème. La maîtrise de la technologie de l'IA, j'allais dire, on l'a. On a des Français brillants. On a les cerveaux. On a les cerveaux, on a les talents, on a les chercheurs. Ouais. Ouais. On a les cerveaux, mais on a même la capacité à développer des choses très rapides. Mistral AI s'est développé très vite. Lighton a développé des choses très rapidement. Et a annoncé son entrée en bourse imminente. Tout à fait. Qui est assez particulière, mais intéressante. Pourquoi vous dites ça ? Parce que ce n'est pas un parcours habituel pour des startups de la tech de rentrer aussi vite en bourse. Mais c'est un choix qu'ils ont fait, et je pense... Pour grandir plus vite. Pour grandir plus vite, voilà. Ouais. Et puis après, il y a le sujet du hardware pur, où là, on est vraiment très, 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 très loin, malheureusement. Oui, alors on n'est pas les seuls à être très loin, finalement. Non. Il y a très peu de compétiteurs. On a une petite dizaine d'acteurs sur les puces, par exemple, ou sur l'infra, mais le cloud, c'est 60% américain. Enfin, on en parlera certainement après, mais il y a quand même... Là, pour le coup, on est un peu loin. Combien justement, parce qu'on en parle maintenant, on est dans notre discussion là, combien ça coûte, qu'est-ce que ça représente comme investissement aujourd'hui pour espérer compter dans ce secteur? C'est le sujet. Est-ce que c'est atteignable financièrement? Ça dépend de quoi on parle. QTI, avec Xavier Niel, ont mis quelques milliards sur la table pour avoir des ingénieurs capables de développer des IA. Donc ça coûte pas très cher, j'allais dire. C'est quelques milliards, c'est pas très cher. Quand on voit l'investissement que mettent les hyperscalers américains, ça se compte en dizaines, voire en centaines de milliards en cumulé. Donc c'est beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent, oui, aux IA, mais aussi à tout ce qu'il y a dessous, à l'infrastructure, au cloud, à comment on fait pour industrialiser des IA, pour les passer à l'échelle. Et donc là, on est sur des investissements qui sont nettement supérieurs. Et c'est cela que l'Europe n'a jamais voulu consentir, en fait. On n'a jamais pu consentir, j'en sais rien. Donc cet investissement privé dans des infrastructures capables de soutenir des IA, c'est... à mon sens, et le hardware qui va dessous encore, c'est ça qui nous manque, en fait. Les IA... Ça, c'est un passif, finalement, de l'Europe. C'est un passif de l'Europe, ouais. Et après, en fonction du... Alors, si on descend encore d'un cran entre le modèle, le hardware, et puis des entreprises qui visent les deux, sur du modèle pur, de l'algo,
avec quelques ingénieurs, un financement en dizaines de millions, on peut déjà arriver à faire des verticales et des choses très précises. Il y a des pépites en France, il y en a une dans la défense qui s'appelle Command AI. On a vu du Helsing, qui est allemand, avec une centaine de millions, arriver à faire des choses assez impressionnantes. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on arrive à passer ce cap-là, parce qu'on voit bien qu'à 100 millions en Europe, on est déjà au taquet. Ouais. Et puis, dans quelle mesure on est capable d'offrir quelque chose qui est un peu plus global, comme le disait Guilla il y a 2 secondes. Alors, je l'ai déjà cité dans cette émission, mais je voulais vous faire réagir, vous, puisque vous avez ce point de vue très pointu sur le sujet. C'est donc le patron d'Anthropic qui a déclaré que lancer une jeune pousse en IA est devenu impossible. Il nous dit que les modèles apparus en 2024, c'est les modèles de fondation, ont coûté au bas mot $1 milliard. Ceux qu'on verra apparaître en 2025 ou 2026 coûteront 5 à 10 milliards. Ça, c'est déjà le coût de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, pour être compétitif, on va devoir s'appuyer sur ces modèles de fondation et donc déjà créer un premier niveau de dépendance. Ouais. Oui, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous avez un peu le jumeau à l'origine allemand de Mistral AI qui s'appelle Aleph Alpha, qui est en grande difficulté financière et qui a pivoté, mais j'allais dire par défaut, parce qu'ils n'arrivent pas à financer finalement la capacité à aller plus loin dans leurs outils et du coup à être compétitifs par rapport à des OpenAI, des Google et autres. Oui, c'est ça. Alors eux, ils ont déclaré à Bloomberg, c'était le grand patron d'Aleph Alpha, justement, donc l'équivalent allemand d'OpenAI, qui dit « Le monde a changé. Avoir un modèle de langage d'IA européen ne justifie pas l'investissement ». En fait, ça dépend d'où on parle. En fait, ça justifie pas l'investissement pour faire un équivalent de ChatGPT pour le grand public. Ça, je suis d'accord. En fait, c'est pas. Enfin, on peut très bien utiliser ChatGPT. Après, est-ce que c'est aussi un bon modèle d'affaires pour OpenAI finalement? Parce que pour l'instant, ils perdent beaucoup d'argent. Pour l'instant, eux perdent beaucoup d'argent, mais Microsoft commence à en gagner pas mal. Intégrer OpenAI dans Copilot et dans toutes ces suites, et du coup leur pari, c'est de dire en fait ça va devenir un outil indispensable dans les suites bureautiques, sur les smartphones, etc. Et donc on sera incontournable dans tout ça. Donc c'est là qu'est leur part de marché, évidemment. Quand on se place à la place d'une start-up européenne, elle peut se dire quel est mon intérêt. Le problème qu'on a, il est presque plus, c'est ce que j'évoquais sur les différents niveaux de guerre de l'IA, sur les parts de marché, sur le fait de rater encore un nouveau virage technologique, et puis surtout sur la partie défense. C'est là où on a un vrai problème, c'est-à-dire que l'IA de défense, ça devient indispensable. Et là, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on investisse, donc qu'on trouve une façon de construire quelque chose qui nous permette de faire la guerre demain contre la Chine, j'espère pas contre les États-Unis, contre la Russie. Et ça, il faut se doter d'outils qui permettent de le faire. Et aujourd'hui, on prend un retard absolument fou là-dessus. Et là, on n'a pas le choix. Donc, comment on trouve des startups? Alors, faire la guerre, je sais pas, mais au moins peser, en fait, dans cette nouvelle évidemment, géopolitique autour du numérique. 3 trucs déjà, peut-être. Déjà, ça l'arrange bien de dire ça. Soyons aussi un peu honnêtes, d'arriver de dire que maintenant que je suis établi, c'est impossible d'y aller. Il y a aussi un peu d'influence et de communication. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller sur des modèles frontières ou fondations. On peut aller chercher beaucoup de choses. Et là, la capillarité de la technologie, elle est très claire. Il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus accessibles, qu'on peut faire tourner. Et on voit bien que sur les modèles open source, notamment, ça bouge beaucoup. Donc, on n'est pas tout nu. Mais là aussi, on nous dit, pardon, c'est encore un Américain, vous allez me dire, Eric Schmidt, ancien grand patron de Google, qui dit il n'y a pas non plus de modèle sur l'open source. De modèle d'affaires, pardon. Je pense que j'aimerais bien savoir ce que disait Google au début, ce qu'on inventait. On est encore dans le dans le chaos et c'est un peu le brouillard là en ce moment. Je parierais pas à ce point-là. Et donc cette carte de l'open source que joue l'Europe, plus particulièrement, vous pensez que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. J'ai l'impression qu'on l'a pris par défaut. C'est ça qui m'ennuie, mais parce qu'on n'a pas su investir. Ouais. L'histoire nous montre que ça n'a jamais bien fonctionné. On avait fait ce pari-là pour les logiciels bureautiques. Ça n'a pas fonctionné. On a fait ce pari-là pour le cloud. Ça n'a pas fonctionné. On fait ce pari-là sur l'IA parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'y crois beaucoup à l'open source à court terme pour se faire la main et obliger les utilisateurs avancés, les entreprises, notamment la défense, pourquoi pas, à comprendre ce que c'est que ces IA, comment elles fonctionnent. Le fait d'utiliser des choses qui existent sans être dépendant de solutions propriétaires fermées, ça permet de mieux comprendre et d'avoir des ingénieurs qui vont vraiment, quelque part, manipuler ces objets-là. Après, j'y crois peu dans une cible moyen terme, où je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des géants européens capables d'offrir des solutions packagées, encore une fois, sur toute la chaîne, sans être enfermés dans je fournis juste l'intelligence sur la base d'infrastructures que je ne maîtrise pas. Et donc...
Et pour travailler cette question de l'imaginaire aussi avec vous, Nicolas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on plébiscite des outils qui viennent des États-Unis? Il y a quand même normalement un peu une différence culturelle qui pourrait faire qu'on n'est pas tout de suite à l'aise avec ces outils. Là, un ChatGPT débarque et on est conquis. Je pense qu'ils sont bons, c'est tout. L'UX est bonne. Non, mais c'est aussi simple que Mais ça. ça veut dire que ça l'UX est nous bonne. parle. Enfin, il y a beaucoup d'imaginaire autour de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, rien qu'à travers le nom déjà, Oui. qui a été choisi. Ça veut dire que ça nous parle au-delà juste d'un outil pratique, parce que pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose de très utile au quotidien. Je dirais pas ça. va bouger. Vous en servez au quotidien? Moi, je m'en sers plus qu'au quotidien. Je pense qu'il y a des vraies applications et qu'on arrive sur des choses. Ouais, c'est très perfectible pour l'instant. Enfin, pour l'utiliser aussi. Ouais, alors en tant que prof, pour le coup, moi, je fais partie des profs qui demandent à leurs étudiants de passer par là, Ouais. d'ouvrir, de refermer, de challenger. J'ai tellement d'hallucinations qu'il faut faire attention. C'est ça. Et je lui demande de ne pas Ouais. halluciner, je vais vérifier. Mais ChatGPT, il n'est pas tout seul. Il y a Perplexity, il y a Elicit. Si on commence à se poser des questions un peu et qu'on va un peu creuser, il y a vraiment énormément d'outils. Mais il y a un effet, vous êtes d'accord avec moi quand même, Nicolas, il y a eu un effet spectacle. Mais il y a un avec effet la spectacle. sortie Mais je de dirais pas avec ChatGPT. Moi, je suis plus intéressé par la génération d'images et de vidéos, qui était vraiment un métier expert de designer, de graphiste, et qu'on a fracassé. Soyons honnêtes, je veux dire, qui était complètement détruit, en train d'être construit. On s'approprie les choses. Mais il y a quand même un effet wow de dire qu'il y a des expertises réelles qui sont des intermédiaires et qu'on rend comme ça. Moi, ça me frappe vraiment. Oui. Mais oui, il y a un côté Bien. spectacle quand même, parce que tous les géants de la tech communiquent Mais sans beaucoup. scène. Communiquent beaucoup Scénario sur le faux. fait que voilà, la machine est en train de dépasser l'homme, c'est incroyable, etc. Donc c'est complètement faux, et ça c'est beaucoup de la com pour faire un peu peur, donner envie, Bah créer un imaginaire et faire en sorte que les gens se sentent obligés d'y aller, etc. C'est vrai dans un certain nombre de domaines, c'est très faux dans la plupart des domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore besoin, Dieu merci, d'hommes pour contrôler ces petites choses qui peuvent avoir tendance à halluciner, à dire des bêtises, etc. Par contre, ça va nous aider beaucoup. Donc, prenons ça comme un outil. N'écoutons pas les oracles qui disent que ça y est, l'homme est dépassé, que le travail est fini. Et concentrons-nous sur le fait de qu'est-ce qu'on peut en faire pour devenir compétitif et comment, encore une fois, et là c'est le sujet du jour, hein, mais comment être souverain sur ces technologies-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Et même pour les entreprises, j'allais dire, aujourd'hui, elles ont un souci qui est de se dire, dès que j'ai des process un peu critiques ou des sujets de propriété intellectuelle, personnelle, etc., j'ai pas envie d'aller utiliser les solutions américaines. Oui. C'est vers quoi je me retourne? Vers rien. Voilà. Donc, On a Mistral quand même. non, bien Qui sûr. justement joue avec un modèle d'affaires mixte Oui. entre l'open source et puis les partenariats privés. Oui. Vous avez beaucoup parlé du problème de la capacité d'investissement. Je voulais vous faire réagir aussi sur la question de la régulation, enfin de la réglementation. Donc l'Europe a déjà produit son texte autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de Français et comme notre président même de la France, que cette réglementation est trop stricte et va d'emblée finalement étouffer la capacité des acteurs européens à devenir des géants, ou est-ce que vous vous dites, non, c'est effectivement le bon moyen pour freiner ces géants? Plusieurs réponses. Moi, je pense Nicolas. que dans mon milieu, en caricaturant, on dit les Américains innovent, les Chinois copient. C'est pas plus vraiment le cas, et les Français régulent. C'est un peu la blague dans la recherche. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a créé quelque chose qui est clé. C'est important de clarifier le territoire. Pour autant, quand je vois qu'Apple ne souhaite pas, pour le moment, installer Apple Intelligence en Europe, parce que Apple lui-même a des difficultés à comprendre le cadre réglementaire. Moi, je suis absolument scotché, en fait. J'aime beaucoup la classification en 4 étapes, en disant il faut le réguler, c'est dangereux, ou ça ne l'est pas, etc. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont du mal à comprendre ou s'ils ont envie de montrer un certain désaccord. Hein. Parce qu'en ce moment, il y a tout un cadre qui se met en place où les entreprises, justement, qui ont des modèles de fondation, qui travaillent sur l'IA, peuvent s'exercer, peuvent commencer à faire des remontées à la Commission européenne. Et on a des grands acteurs qui ont refusé d'y participer. Alors il y a ça, et il y a aussi un autre point que je voulais souligner, c'est que les Chinois régulent depuis longtemps, avant nous. Oui. Les Américains, Biden a signé un exécutif, l'order, Ouais. qui est aussi clair. Le problème, c'est que les États le suivent pas. Donc non, mais c'est quand même, il y a plusieurs volets de lecture. Moi, juste un point qui me tient à cœur, c'est que la défense n'est pas régulée dans l'acte IA. Il est sorti, ça laisse encore une opportunité d'aller chercher et creuser des choses, parce qu'on sait qu'en face, il y a des gens qui se limitent pas du tout et qui avancent très vite. Donc je trouve que assez complexe à lire.
fait, c'est un problème très compliqué parce que... Est-ce que ça peut nous protéger de dépendance? Oui et non. Enfin, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple, s'ils refusent, c'est qu'ils sont sûrs de leur puissance et qu'ils jouent le grand public contre le régulateur. Quoi. Et donc voilà, ils vont probablement finir par gagner. Après, moi, je suis très pour une régulation. Je pense que c'est absolument indispensable. On voit quand même les écarts que peuvent permettre ces IA, les mésusages que peuvent permettre ces IA, les attaques qu'on a, les falsifications de masse, etc. Donc, il y a besoin de réguler. Par contre, on se trompe toujours de sujet. C'est-à-dire qu'on commence par réguler avant d'avoir donné les conditions d'innover. Et à un moment donné, et Mistral était vent debout contre l'AI Act, parce qu'il disait, vous êtes en train d'essayer de regarder ce qu'il y a dans notre moteur, regardez les faits, regardez les usages du truc, mettez des règles pour que les gens contrôlent comment c'est utilisé. Et je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. C'est-à-dire que, voilà, laissons... là où les autres peuvent développer comme ils veulent chez eux. C'est vraiment... Pas tout à fait, parce que c'est quand même un peu régulé. Non, mais ils apprennent en marchant. En fait, aux États-Unis, on régule sur le cas d'usage. Exactement. On réagit plutôt qu'on pro-agit, ce qui n'est pas le propre de l'Europe, effectivement. Bon, alors... on va quand même essayer de terminer sur une note un petit peu d'espoir. Donc, on est quand même pas très bien parti sur la bataille du côté du matériel, sur la bataille du côté des technos. Vous me l'avez répété. En revanche, sur les usages, on a vraiment une place à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on démarre ce sujet? Encore une fois, ça dépend d'où on parle. Je pense que les entreprises doivent aller très vite sur le fait d'utiliser, que ce soit des solutions américaines, des solutions open source, des solutions qui développent eux-mêmes, etc., pour vraiment utiliser cet outil qui va être indispensable pour rester compétitif. Donc, si on ne veut pas que toutes nos autres industries s'effondrent, il faut qu'on soit compétitif. Donc ça, c'est du côté des entreprises. Du côté des entreprises. Du côté des États et du côté de l'Europe, il faut qu'on ait une vraie action. Aujourd'hui, Mario Draghi l'a très bien dit, on disperse, on arrose un peu partout. Il faut qu'on flèche les efforts et qu'on se dise on va devenir très fort. Et à mon avis, en tout cas c'est mon parti pris, il faut commencer par le sujet sur lequel on n'a pas le choix, qui est l'intelligence artificielle de défense, donc un peu sur le modèle de la DARPA aux États-Unis, de dire on investit énormément sur ce sujet-là avec les meilleurs acteurs européens, et on en a pour construire toute une chaîne qui nous permette de traiter déjà cet aspect-là, et ensuite qui pourra peut-être servir à d'autres usages pour d'autres industries. Et je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de focaliser vraiment les investissements et d'inventer quelque chose de nouveau. On ne pourra pas investir autant d'argent privé, c'est fini ça, que les États-Unis, on ne pourra pas le faire. Mais du coup, mettons l'argent public là où il y en a encore, c'est-à-dire beaucoup sur la défense, au service du développement d'une vraie offre complète d'IA. C'est un doux rêve, parce qu'il va falloir mettre plein d'acteurs qui ne sont pas d'accord ensemble, etc. Mais c'est la seule voie pour moi pour s'en sortir. Voilà. Je suis tout à fait aligné. Et ce sera pour terminer, Nicolas. Oui, tout à fait aligné. Le rapport Draghi, ça... Non, mais c'est une voie demain pour réussir en Europe. Les 800 milliards, moi, juste pour rebondir, je pense vraiment que la dualité civile-militaire, c'est un vrai sujet, que c'est là où il faut absolument qu'on investisse, où on ne peut pas se permettre de décrocher. J'encourage les auditeurs à regarder un rapport de l'SPI, c'est un organe compétitif d'analyse compétitif australien, qui classe 44 technologies critiques. La Chine est leader dans 37 sur 44, alors qu'elle était 5-6 il y a 10 ans. Leader sur les 10 plus puissantes institutions de recherche. Dans une dizaine, les 10 sont chinoises. Donc ce qui est en train de se passer est totalement critique, et fait des recommandations qui sont très très simples en fait, sur les visas, sur les financements des doctorants ou des doctorats, sur le salaire à l'entrée, on fait attention à pas exporter nos talents et comment est-ce qu'on vérifie ça. Mais là, il y a une forme d'influence et de réelle politique à avoir de la part du gouvernement, et je pense même de la France, parce que l'Europe, le temps qu'on y arrive, ça va prendre encore des années. Mais je pense qu'il y a une forme d'agressivité réelle à avoir sur ces thématiques-là de la part du gouvernement. Merci beaucoup. Merci Nicolas Mainviel, donc responsable du Master Marketing Design Création d'Audienza, et Guylain de Pierrefeu, expert IA chez Wavestone. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On termine cette édition avec notre regard sur le biomimétisme grâce à Anthony Pansard. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes expert études et conception bio-inspiré chez Bioxégie, et aujourd'hui on va s'intéresser au sujet de l'absorption de choc dans le vivant, plus précisément autour de l'éponge de verre. Alors vous allez nous expliquer un peu de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est l'éponge de verre ? C'est ça. Alors d'abord, petit point biologique, comme de coutume. Effectivement, l'éponge de verre, c'est un animal marin qui filtre l'eau et qui a plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et comme son nom l'indique, en fait, il a un squelette en verre, extrêmement résistant, extrêmement léger, donc très intéressant pour des applications d'ingénierie.
Ce squelette lui permet de se protéger des courants, des chocs de poissons, et abrite aussi des crevettes qui vivent piégées en quelque sorte. Ah voilà, on a l'image. Ok. Elles abritent aussi des crevettes qui vivent piégées à l'intérieur dans la fin de leur vie pour pondre leurs œufs. Donc des animaux très intéressants qui vivent en symbiose dans leur écosystème et pour lesquels on s'intéresse en particulier aux propriétés mécaniques de ce magnifique squelette qu'on voit donc être une sorte de quadrillage avec des diagonales qui lui donnent aussi une forme un peu spiralée de renfort mécanique très efficace, très résistante pour sa masse. Donc ça, c'est une grosse source d'inspiration dans le biomimétisme. En particulier, ça nous intéresse pour des structures rigides, mais aussi pour des structures qui absorbent beaucoup d'énergie lors des chocs. C'est pas forcément quelque chose qu'on a immédiatement en tête, mais faire des structures très solides, c'est pas toujours ce qu'on vise. Par exemple, vous savez peut-être qu'avant les années 80, les voitures étaient très rigides, très solides, et ça, en fait, c'était dangereux, parce qu'en cas de choc, la voiture se déforme très peu, et toute l'énergie est transmise aux passagers, qui eux ne sont pas en acier, et qui donc, les accidents étaient beaucoup plus violents à l'époque. Donc on peut avoir, sur certains cas d'application, dans l'automobile, dans d'autres applications, on veut protéger des gens, protéger des équipements, besoin que des structures absorbent beaucoup d'énergie. Et donc ça, je pense même aux structures des ponts, par exemple, qui bougent. Oui, sur la structure des ponts, bon, là, je vous emmène ailleurs. Mais non, mais effectivement, le pont il doit être solide, il ne doit pas se casser. Mais dans une voiture, dans un casque, on a besoin que le casque se casse avant le crâne, des choses comme ça. Il faut vraiment que quand il se casse, il absorbe toute l'énergie du choc et protège donc ce qu'il y a derrière. Et donc cette inspiration-là, elle peut être aussi très intéressante pour cette famille d'ingénierie de protection qui sort du cadre juste structurel, je veux faire quelque chose de très solide. Et ça, c'est pas évident à faire avec peu de masse. Et alors, vous allez nous présenter maintenant la technologie qui a réussi à s'inspirer de cette éponge de verre. On parle de quoi alors ? Donc là, on parle de structures qui vont être, par exemple, en acier, en métal, peut-être imprimées en 3D, peut-être fabriquées autrement, qui vont être des sortes de tubes qui sont spiralés. Cette spirale, elle rappelle un peu notre structure de l'éponge de verre. Il y a donc, par le fait qu'elle soit un peu ondulée, quand on va venir l'écraser, elle va s'écraser de façon très progressive. Et pendant tout le long, je dirais, de la phase où on l'écrase, elle va continuer à résister et à absorber beaucoup d'énergie. Ce qui ne serait pas le cas d'un tube classique. Je ne sais pas si on imagine pour un sopalin, par exemple, la partie en carton. Au début, ça sera difficile à écraser, mais une fois qu'il est plié, il sera très facile de finir de l'écraser, ou une bouteille en plastique. Là, le but, c'est que pendant tout le choc, toute la partie où il absorbe l'énergie, elle reste rigide. Et donc, ce genre de structure-là, c'est pas forcément évident à concevoir. Et grâce à cette inspiration biomimétique, on voit très bien que quand on l'écrase, petit à petit, on vient fléchir jusqu'à compacter complètement la structure. Là, qu'est-ce qu'on voit exactement ? Donc là, au début, à gauche, on a la structure de base, quand elle est encore intègre. Et ensuite, on imagine un choc assez important qui vient l'écraser progressivement. Et on voit comment elle se déforme. Et en particulier, comment donc, les contraintes en rouge se répartissent, les endroits où le matériau travaille beaucoup. Et on voit que progressivement, on travaille sur une petite partie, puis sur une partie de plus en plus grande, avec à la fin, effectivement, une grosse zone du matériau qui vient absorber le choc. Et c'est ce qui permet de ne pas être trop rigide au début pour ne pas transmettre un choc important, mais en même temps d'absorber tout du long une quantité énorme d'énergie. On appelle ça réduire le initial peak force en anglais, ou le pic de force initial. Donc ça permet de ne pas transmettre le choc. Mais ensuite, on ne veut pas que notre matériau s'effondre un petit peu comme un rouleau en carton. Et donc on veut qu'il continue pendant tout l'effort. Ça s'appelle le travail, c'est en gros la distance sur laquelle on l'écrase fois la force qu'il faut pour l'écraser. Que ça soit quasiment constant et que ça continue d'absorber beaucoup d'énergie. Donc c'est très utile, par exemple dans une voiture, dans un casque, on n'a pas beaucoup de place et il faut absorber beaucoup d'énergie. Donc ce genre de structure-là, c'est apporter plutôt de protection. Super, merci beaucoup Anthony Pansard. Je rappelle que vous travaillez pour Bioxégie, vous êtes un spécialiste, un expert de ces techno bio-inspirés. Merci à vous de nous suivre dans Smart Tech sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, en replay, à la télé, comme vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.